Ligne droite. Tournez, rotative. La libre information. Bon, alors je suis avec Lou Vialev, que vous connaissez maintenant par cœur. Hein. C'est un peu notre ministre de la géopolitique africaine, en fait. Bonjour Lou Vialev. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Vous êtes donc spécialiste de la géopolitique africaine, conseiller politique, auteur de La fin du franc CFA chez VA Édition et de Après la paix, vous avez reçu pour ce livre Défi français chez VA Édition également. Alors, vendredi dernier a eu lieu ce fameux nouveau sommet Afrique-France. Remarquez qu'on a inversé les noms. Une nouvelle formule sans aucun président africain qui n'ont pas été conviés. Une nouveauté pour prétendre à un nouveau départ dans les relations France-Afrique. Alors, à la place des chefs d'État, la France a invité près de 3000 jeunes entrepreneurs, des activistes de la société civile, des artistes, des sportifs du continent, mais aussi de la diaspora. Et point d'orgue de ce sommet, vendredi après-midi, une douzaine de participants ont pu converser avec Emmanuel Macron, qui s'est avoué lui-même un petit peu bousculé, on va dire, par les intervenants. Je cite quelques sorties, quelques tirades de ces intervenants. Si la relation Afrique-France était une marmite, elle serait sale, a lancé la burkinabé Eldoaka Kohama, en citant notamment la corruption. Le journaliste sénégalais Cheikh Fall a invité Emmanuel Macron a demandé pardon pour cette histoire lestée par l'esclavage et la colonisation et a cessé de collaborer avec les dictateurs africains. Une jeune étudiante de l'université ex-Marseille, Habiba Issa Moussa, d'origine nigérienne, a déploré « Nous sommes coincés entre un discours condescendant occidental qui veut éduquer les Africains et un discours de nos gouvernements affirmant que les Occidentaux veulent imposer leurs valeurs ». Bon voilà, il y en a eu plein d'autres. Et puis, il y a le rapport, surtout le rapport qui a été remis au président par le philosophe camerounais Achille Mbembe, qui va dans la même veine que le discours, que le rapport de Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation. Il appelle à une refondation des rapports France-Afrique. Alors, il y a tout un chapitre sur les différences à épurer qu'on va évoquer évidemment ensemble, le franc CFA, l'intervention militaire, le ressentiment, etc. Mais surtout, il appelle à reconnaître le colonialisme comme crime contre l'humanité. On va en reparler ensemble au Vialet. Et attention, à intégrer les racines africaines de la France et de se libérer du mythe d'une France éternellement chrétienne et européenne. Voilà où nous en sommes, Lou Vialet, depuis la dernière fois qu'on vous avait laissé. On a bien évolué, dis donc. Oui, on va dire que le fardeau s'est accumulé sur les épaules de la France. Oui, c'est ça. On nous charge toujours un petit peu plus. La dernière fois, on parlait ensemble du Mali. Et de l'Algérie qui accuse quand même la France de ne pas jouer son rôle, etc. Et puis là, on nous rajoute en plus ce rapport. Pour commencer, peut-être revenir sur la forme de ce tout nouveau sommet France-Afrique. Oui, vous avez raison de dire que le format est nouveau. D'abord, vous noterez les termes. On avait l'habitude d'entendre classiquement depuis les années 60-70 en réalité qu'il y avait des sommets France-Afrique, avec ce terme France-Afrique qui a mauvaise presse maintenant puisque la France-Afrique, n'est-ce pas, ce serait le néocolonialisme français en Afrique. Donc le terme a mauvaise presse, donc on échange les termes. Et depuis 2010, finalement, ces sommets s'appellent les sommets Afrique-France. Maintenant, ce sommet-là est le premier sans inviter des chefs d'État africains. Mais c'est aussi le premier qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Puisque finalement, en renversant l'ordre des priorités dans les termes, on passe de France-Afrique, lorsque la France dictait un peu sa volonté à ses anciennes colonies, ou en tout cas exprimait des intentions programmatiques qui étaient suivies des faits, et bien maintenant, c'est plutôt l'Afrique qui... non pas dicte ses volontés à la France, mais l'Afrique qui, à travers la France, essaye d'imposer un certain nombre de thèmes, mais qui ne sont pas toujours fidèles à ce que voudraient les Africains en réalité. C'est plutôt une partie des Africains sélectionnés, on ne sait trop comment, on va le voir sans doute. Alors, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir choisi de ne pas faire intervenir les présidents et c'est vrai que ces étudiants, ces journalistes, enfin cette douzaine de participants qui ont pu converser avec Emmanuel Macron sont nombreux aussi, il faut le dire, à avoir pointé du doigt leur propre gouvernement en parlant de corruption. Donc ça pose quand même une vraie question de cette société civile qui, elle, aimerait s'exprimer en dehors de leur gouverneur. Tout à fait. Alors, c'est une manière aussi pour Emmanuel Macron de ne pas avoir à se confronter directement à un ensemble de chefs d'État africains qui, en nombre, peuvent peser dans la balance de la conversation. On voit d'ailleurs dans son mandat qu'il aura privilégié des rencontres extrêmement réduites avec quelques chefs d'État, souvent du Sahel, à 3 ou 4, plus la France, où la France avait du poids, ou des rencontres très multilatérales, le One Planet Summit, des rencontres comme les rencontres de Pau, par exemple, autour de la sécurité et de la paix, où il y avait là énormément d'acteurs africains et d'acteurs mondiaux, des acteurs du G20, des acteurs des superpuissances, et où là, la France était diluée
comme puissance parmi d'autres puissances et n'avait pas finalement à prendre ses responsabilités vis-à-vis des Africains. Elle était là parmi d'autres puissances. Et donc ce format permet, en fait, en invitant des membres de la société civile, c'est-à-dire des associatifs et des entrepreneurs, mais ils n'étaient pas aux deux événements. Il y avait ceux qui travaillaient, qui là étaient aux rencontres économiques, et ceux qui souvent n'avaient pas grand-chose à faire et qui étaient là en train de montrer leur remontrance à Emmanuel Macron. Et donc c'était une manière pour lui de parler aux chefs d'État africains avec une autre voix, finalement celle des diasporas africaines en France, celle d'un certain nombre de personnalités. En plus, tout à fait, puisque finalement on maîtrisait le message. On a bien compris la stratégie du président Emmanuel Macron. Maintenant, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce rapport remis au président par le philosophe camerounais Achille Mbembe. Alors, je vous l'ai dit, il évoque ces différences à épurer, le franc CFA, c'est quand même votre spécialité, donc on va parler avec vous, l'intervention militaire en Afrique, les ressentiments à l'égard des entreprises françaises, le durcissement de la politique migratoire, on évoque notamment la question des visas, le soutien à certains régimes autoritaires, les impasses mémoriales évidemment. Le colonialisme doit être reconnu comme crime contre l'humanité, Lou Vialet. Ça fait beaucoup pour un seul homme, pour une seule nation. Peut-être savoir un petit peu d'où vient ce monsieur Achille Mbembe. C'est un peu curieux, les Français en entendent parler au niveau national depuis quelques jours, mais on sait peu qui c'est et on nous le présente comme un intellectuel camerounais. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a comme information sur lui. Maintenant, pour vous le présenter très brièvement, c'est un homme dont finalement les origines sociales sont assez peu connues, si ce n'est que on sait qu'il était un militant marxiste, panafricaniste donc dans sa jeunesse, qu'il est arrivé en France à 25 ans et qu'immédiatement après son arrivée en France, il est devenu collaborateur au Monde diplomatique et il a entamé une thèse en histoire dirigée par, et je vous demande de prêter attention, par Madame Catherine Cockry-Widrowicz. Cette dame est la gardienne de l'histoire de l'esclavage, de la traite négrière en France, mais c'est aussi l'une des co-auteurs, l'une des, elle a la maternité finalement du terme de repentance. C'est important. Vous y voilà. C'est une des co-auteurs du livre noir du colonialisme qui était sous-titré de l'extermination à la repentance. La première fois qu'on a utilisé ce terme, finalement, dans des travaux de recherche ou des travaux à connotation universitaire. Et la fin de ce livre, tenez-vous bien, était déjà sur les réparations. Ce livre est paru en 97. Eh bien, vous aviez 6 ans après environ d'autres historiens avec une autre optique, je pense à Olivier Pétré-Grenouillot, avait produit une autre histoire de la traite négrière qui abstrayait, je ne sais pas si ça se dit, qui abstrayait la France de responsabilité génocidaire. La France n'était pas vue comme génocidaire, il n'y avait pas d'intention. Et surtout qui montrait bien que la France et le continent européen avait été beaucoup moins important dans la traite négrière que notamment le continent africain et le continent arabo-musulman. Tout à fait. Il y avait cette tripartition avec la traite transatlantique qui avait duré moins longtemps et avait fait moins de morts que la traite orientale, anciennement appelée la traite arabo-musulmane, ou la traite infra-africaine qui, d'une certaine manière, continue encore de nos jours dans certains endroits. Et cet Olivier Pétré-Grenouillot avait vu sa carrière universitaire cassée dans l'œuf par un certain nombre d'universitaires, dont Madame Cockry-Widrowicz, qui est donc une grande prêtresse finalement de l'université française, qu'on appelle un mandarin, peut-être au féminin ça dit peut-être une mandarine, c'est une mandarine et monsieur Achille Mbembe est sa créature intellectuelle. C'est sa filiation intellectuelle et le sommet qui a eu cours vendredi dernier, c'était le sommet de la repentance. Un mandarin et une mandarine que vous épluchez aujourd'hui pour nous. Mais alors, on a du mal à comprendre encore une fois, toujours cette stratégie d'Emmanuel Macron dans le « en même temps », puisqu'il a fait appel à lui, donc à Achille Mbembe, dont vous nous avez expliqué les origines. Et en même temps, il dit notamment au président algérien qu'il ne faut pas vivre sur une rente mémorielle et qu'il y a une histoire officielle servie par le gouvernement qui ne s'appuie pas sur des vérités. Alors quel jeu il mène, là, en fait, Emmanuel Macron ? Je pense que... regardons d'abord les continuités. Les continuités du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a été de verser tribut
à la repentance, qu'est-ce que je veux dire, pas de tribut à cette, cette repentance mémorielle africaine depuis le début de son mandat. On a confié des rapports sur la restitution du patrimoine africain, restitution qui est en fait complètement illégale, à des intellectuels engagés à la gauche décoloniale, comme M. Felwine Sarr, comme Mme Savoie, par exemple. Donc je précise d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, à la fin de ce sommet, a annoncé les restitutions des trésors d'Abomey au Bénin. Tout à fait. Donc en enchâssant deux sujets en un. Il a, depuis le début de son mandat, donné mandat à un historien, M. Benjamin Stora, pour réparer les crimes de la France en Algérie. Il a donné mandat à M. Vincent Duclerc de faire la part de lumière sur l'affaire rwandaise et est venu s'excuser des responsabilités de la France dans ce qu'on a appelé un génocide, formule controversée. Il a aussi donné mandat à l'historien, au crypto-historien, devrais-je dire, Pascal Blanchard, donc proche du courant décolonial, grand inspirateur des décoloniaux en France, pour faire son opération Portrait de France. Il s'agissait encore de mettre des noms d'Africains issus de la diaspora dans les rues françaises. Eh bien, il y a une grande continuité en réalité dans le mandat d'Emmanuel Macron, qui est de verser à cette rente mémorielle. Eh bien, il y a eu un écart au moment donné où il y avait une crise du point de vue des visas avec les pays du Maghreb, où il y avait aussi la percée dans les sondages d'Éric Zemmour. Voilà, peut-être avait-il besoin de se réaffirmer son autorité maintenant il reste encore quelques jours tout de même avant les présidentielles, mais voilà, il se présente comme candidat. Tout à fait, et en plus de ça, d'un côté, 5 jours après avoir fait ses déclarations sur l'Algérie et avoir critiqué la rente mémorielle, eh bien il la flatte, cette fois non pas au Maghreb, mais en Afrique noire. Et on voit à travers ça, évidemment, un électoralisme extraordinairement puissant, puisque c'était le cas du sommet Afrique-France. Il s'agit de flatter aussi ce qu'ils pensent être la sensibilité des diasporas africaines en France. Alors je voudrais évoquer un dernier volet, le volet économique de ce sommet, et puis ce différent du franc CFA dont vous êtes le spécialiste. Alors qu'est-ce qu'il reproche au franc CFA, ici le philosophe Achille Mbembe ? Vous voyez, depuis le début de notre entretien, vous avez plusieurs fois dit que c'était un peu confus ce que voulait cet historien Achille Mbembe. Et vous avez tout à fait raison, c'est sa marque de fabrique. C'est d'utiliser en réalité un certain nombre de clichés, d'idées reçues qui circulent, il faut bien le dire, de la part d'officines souvent d'extrême gauche en France ou panafricanistes, c'est le même terme que l'extrême gauche en Afrique, eh bien, qui sont des rumeurs qui sont faites pour décrédibiliser l'action de la France en Afrique. Finalement, le franc CFA est critiqué par certains parce que certains y voient la continuité d'une colonisation, sans y voir la monnaie la plus stable du continent africain qui a bougé 2 fois en 60 ans. Et vous nous expliquiez la dernière fois que le franc CFA servait surtout le continent africain, elle était favorable au continent, aux pays africains qui l'appliquaient. Il y a une réponse immédiate à donner, c'est qu'il y a plus de pays qui sont restés dans le franc CFA et qui ont choisi de reconduire leur adhésion que d'en sortir. Et certains pays comme le Mali, qui fait la presse en ce moment. Et le Mali est sorti pendant 22 ans, a subi une hyperinflation, une inflation monétaire considérable et est revenu, j'ai envie de dire, la queue entre les jambes 22 ans après, en demandant si la France voulait bien réadmettre le Mali dans le franc CFA. Donc c'est pas une question en réalité, c'est une question pour certaines foules, mais pas toutes d'ailleurs, puisqu'on sait bien, par exemple en Côte d'Ivoire, au Bénin, où je suis déjà allé et où on connaît un petit peu la vie économique, eh bien les gens du quotidien n'ont aucune plainte à faire sur le franc CFA qui circule même jusqu'au Ghana. Alors, d'ailleurs. Et les entreprises présentes notamment à ce sommet ? Oui, il y a quelque chose de scandaleux, il faut peut-être un peu prévenir nos auditeurs là-dessus, puisque la presse n'en parle pas. Ce sommet était à la fois un sommet de la repentance, mais aussi un sommet du financement des PME africaines. Vous aviez la Banque publique d'investissement, qu'on connaît bien en France, que les entreprises connaissent bien en France, et l'AFD, l'Agence française de développement, qui depuis 2019 bénéficie d'une enveloppe de 3,5 milliards d'euros à destination de la croissance de 10 000 PME africaines. Et ici, c'était la 2e édition de ce volet finalement de financement qui s'appelle donc Choose Africa, avec le surnom Résilience vis-à-vis du Covid. Et donc, d'un côté, on a fait venir des entrepreneurs africains pour qu'ils bénéficient de crédits français, de crédits du contribuable comme vous, donc pour financer leur croissance. Auxquels n'ont pas forcément le droit les entrepreneurs français, précisons-le. Eh bien, les entrepreneurs français n'ont pas le droit à ces crédits pour entreprendre en Afrique, pour exporter en Afrique. Ils ont droit, la French Tech se développe comme ça en France, mais j'imagine que beaucoup d'entrepreneurs français de la French Tech aimeraient peut-être exporter leur savoir-faire et avoir plus de marché en Afrique et bénéficier de ça. Au lieu de quoi, on a eu 10 millions d'euros de plus pour la French Tech africaine, qui n'est pas la French Tech, qui est l'African Tech sans doute. Merci beaucoup Lou Vialet, spécialiste
spécialiste de la géopolitique africaine, conseiller politique, auteur de ces 2 livres, La fin du franc CFA et Après la paix, défi français, les 2 chez VA Édition. Merci encore. Je ne doute Merci pas quand vous vous réentendra très bientôt sur nos ondes Radio Courtoisie. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.